Je ne veux pas vivre avec des regrets, de me dire oui, alors j'avais une idée, ou alors toi, ça t'en trouves plein. Des gens qui se disent, tu vois, qui ont eu envie à un moment, puis pour raison X ou Y, ils ne l'ont pas fait, peut-être parce qu'ils avaient trop de poids sur leurs épaules, peut-être déjà une famille, etc. Mais qui voient passer en fait des choses où ils ont eu l'idée, et comme eux, ils ne sont pas rentrés dans le monde startup, et qui ne savent pas en fait que l'idée c'est que dalle, que en fait une idée c'est une commodity, toi tu le sais, moi je le sais, mais eux ils le savent pas, et qu'en fait quand tu as l'idée, t'as juste rien, faut encore tout faire, et que le monde des startups c'est un monde d'exécution, c'est pas un monde d'idées et de brainstorming. Mais comme eux ils le savent pas, eux ils pensent qu'ils avaient beaucoup en main, tu vois, qu'ils étaient à deux doigts, tu vois, de délivrer un truc de malade parce qu'ils avaient l'idée. Et du coup ils sont hyper frustrés. Ok, on est parti. Tout d'abord, Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. On est dans ce podcast pour parler de Jobiz. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais. En fait, Jobiz, ça consiste à offrir la possibilité à des étudiants bien câblés et débrouillards de bosser dans des startups, des scale-up ou dans tous les membres en fait du startup écosystème. Ok. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on se rend compte que ces boîtes peuvent offrir des opportunités d'apprentissage de dingue, parce qu'elles sont très hands-on. Elles te permettent en fait de véritablement délivrer de la valeur, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Il n'y a pas de place dans ces boîtes pour des jobs qui sont un petit peu des bullshit jobs où voilà, tu ne sais pas trop ce que tu fais, pourquoi tu le fais et si ça va être utile. Non. Elles sont. Au début, tu es obligé d'avoir du travail concret, quoi. C'est une start-up. Ah oui, c'est hyper concret et tu vois vraiment l'impact que ton job a. Et c'est un petit peu un des maux de notre époque, d'avoir plein de jobs où les gens ne savent pas trop s'ils ont un impact. Ouais, c'est ça. C'est des bullshit jobs, quoi. Voilà, des bullshit jobs. Et ça, forcément, tu n'en trouveras pas dans des startups parce qu'elles ont des ressources très limitées. Donc, généralement, elles se focalisent sur les bonnes choses. Et donc, pour quelqu'un qui bosse dans une startup, c'est une opportunité d'apprentissage très concrète sur le job, mais aussi ça permet de rentrer dans cet écosystème, de voir ce que c'est une startup, de voir un petit peu ce que c'est les ups and downs de la vie d'une startup, de sentir un peu l'adrénaline et ce stress positif. Donc, je pense comme expérience, moi je trouve ça top, et j'aurais rêvé d'avoir eu ça lorsque j'étais moi-même étudiant. Je suis sorti il y a 10 ans, 11 ans, et à ce moment-là, tout ce startup écosystème, c'était pas aussi trendy qu'aujourd'hui. Tu vois, les gens qui sont sortis en même temps que moi et qui ont entrepris, ils ont fait des PME, tu vois, des boîtes un peu traditionnelles, voilà, très locales, avec des éléments, tu vois, des trucs très tangibles. C'était un petit peu, on va dire, c'était les prémices du marketing digital, donc c'était très différent. Donc tout ça pour dire que des opportunités comme celle-là en Belgique, quand moi j'étais étudiant, il y en avait très peu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. À côté de ça, on remarque que les étudiants d'aujourd'hui, s'ils s'intéressent aux outils, ou s'ils s'intéressent à ce qu'ils peuvent produire, en fait, ils se rendront compte qu'ils peuvent déjà délivrer de la valeur. Je te donne un exemple concret. Je vais t'en donner deux. Premier exemple, c'est il y a 10 ans, si tu voulais réaliser un film, tu vois, c'était compliqué. Bon courage, quoi. Ouais, bon courage. Il fallait du matos qui coûtait une blinde. Tu devais acheter des programmes qui coûtaient une blinde. Enfin, c'était très compliqué. Tu pouvais pas dire, ok, moi je suis par exemple étudiant à l'IAD, quoi qu'encore, même étudiant par exemple à l'IEX où tu as eu quelques cours de ce type-là. Tu pouvais pas dire, c'est bon, pendant mes études j'ai réalisé un film pro. Aujourd'hui, ils sont capables de faire ça. Les étudiants sont de plus en plus compétents ? Je pense qu'il y a deux tendances. La première, c'est oui, ils sont de plus en plus compétents et peut-être aussi pour certains plus matures, plus prêts
prêt pour le marché, j'ai l'impression. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tous ces outils ils sont à disposition. Donc en fait, il y a plein de jobs qu'on peut déjà faire en tant qu'étudiant si on est bien câblé et qu'on est débrouillard, chose qu'on recherche chez Jobiz. On peut déjà véritablement délivrer de la valeur pour une boîte. Et pas de la petite valeur d'étudiant mignon, non, de la vraie valeur. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et l'autre exemple que je voulais te donner, c'est par exemple tout ce qui est digital marketing, growth hacking, social media advertising. C'est tous des trucs qui sont très demandés par les boîtes, mais les étudiants savent le faire. Ouais. Et ce qu'il y a de magique en plus, c'est que personne ne peut dire j'ai 20 ans d'expérience dans le growth hacking parce que le mot n'existait même pas. Tu vois, les outils n'existaient pas. Donc, et c'est là où les étudiants ils ont une carte à jouer parce que il y a une nouvelle science et eux ils peuvent se l'approprier et dire ben voilà, j'ai bossé 2-3 mois dessus, je suis un expert. C'est ça. Dans le marché, c'est le cas. Voilà, personne. Déjà parce que ça n'existait pas avant et en plus de ça parce que tu as accès aux outils et aux formations beaucoup plus facilement qu'avant, donc tu apprends beaucoup plus rapidement. Tu as entièrement raison et ça c'est le point clé, c'est la connaissance, elle est partout. Celui qui a envie de s'instruire aujourd'hui, il peut s'instruire mais à fond la caisse, il peut devenir un expert en quasiment n'importe quoi. Et donc ces étudiants qui ont envie d'apprendre, qui ont cette drive, eh bien chez Jobiz, on va leur dérouler le tapis rouge et on va leur dire mais attends toi, on a une start-up qui te veut et nous on va s'assurer que ça marche. Ouais. Et du coup, pour ça, on fait deux choses. On recrute la personne. On veut vraiment trouver ces profils débrouillards. Et c'est pas, c'est pas dingue. Il y en a plein. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc vous êtes nombreux. Je devrais le dire comme ça. Et on va aussi faire toute la partie administrative, qui est en gros une partie qui fait chier tout le monde, en particulier les startups. Parce que ça prend énormément de temps, il faut rentrer dans des détails dans lesquels ils n'ont pas envie d'entrer, ils ont autre chose à faire, ils doivent surtout s'occuper de leurs clients et de leurs produits. Donc ils ont autre chose à faire que ça. Donc ils sont bien contents de dire, fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Et comme ça, en fait, c'est simple. Et c'est ça finalement qu'on offre chez Jobiz, si on veut le dire de manière rapide, c'est on rend super simple pour un étudiant débrouillard, bien câblé, de bosser dans une top startup et on rend super simple pour une top startup d'engager cet étudiant débrouillard et bien câblé. Et donc tu engages l'étudiant, c'est quoi? C'est pour un stage, c'est pour un job étudiant, c'est pour faire en sorte qu'il rentre en tant que véritable employé plus tard, c'est pour les 3 cas? C'est pour les 3 cas. Okay. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a des missions non rémunérées de type stage et on a des missions rémunérées. Okay. Donc on a les deux. Ça dépend du type de job, du niveau de seniorité. En gros, si l'étudiant est capable de délivrer de la valeur from day one, nous on va le positionner sur un job rémunéré. Okay. Parce que c'est mieux pour lui et pour nous qu'il gagne sa vie en fait. Si par contre il est plus à la recherche de développement, en gros si la startup doit le développer, et donc il va être beaucoup plus exigeant en termes de coaching, de mentoring, là on peut pas en même temps être payé, c'est pas possible ça. Ça dépend de la capacité entre guillemets de l'étudiant à fournir de la valeur ou pas quoi. Exactement, voilà. Okay. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il démarre sur un stage et puis au bout d'un moment, il dit ok là c'est bon, là j'ai de la valeur, je sens que je délivre de la valeur et puis boum, il fait le même job et puis il est rémunéré. Okay. Ça on a déjà des cas comme ça. Et puis dans le troisième cas que tu as mentionné, celui où il devient membre de l'équipe finalement, nous on rêve que ça arrive, on trouverait ça génial. Pour l'instant c'est arrivé une fois. Ouais. Comme c'est en cours de négociation, je ne peux pas trop en parler, mais c'est en gros un étudiant qui va devenir co-founder, qui rentre vraiment dans la boîte et qui va avoir des equity et tout quoi. Trop bien. Qui avait un profil de growth hacker, donc c'est un gars qui s'était intéressé au sujet, etc. La startup a vu de quoi il était capable et aussi la drive et sa capacité d'apprentissage. Et boum, il s'est dit attends, je te veux, mais comme partenaire, toi, je veux bien t'avoir avec moi tout le long du trajet, quoi. On rêverait qu'il n'y ait que des histoires comme ça. Ce sera pas tout le temps le cas, faut pas se mentir. Mais ça va arriver.
Et je pense que ça va arriver, plus le temps va passer, plus ça va arriver souvent, parce que la question nous est posée de plus souvent par nos clients. Donc nos clients start-up, scale-up, etc. nous demandent oui, et dans le cas où on veut l'engager, et pas plus tard qu'hier, donc je démarchais ces clients-là, et un client me disait, écoute, moi c'est très clair, moi je vais utiliser Jobiz, mais pour engager. Donc, ils se disent, je ne vais pas l'utiliser juste pour une mission temporaire. La seule raison pour laquelle je vais le prendre, c'est pour engager. Ouais. Un peu comme une courroie pas une courroie, une rampe de lancement pour tester la personne, se tester mutuellement, et puis dire ok, là on t'engage. Au final, ça facilite le recrutement, quoi. Exactement. L'entreprise ne doit pas se dire oh, je dois avoir 50 candidats, je passe par Jobiz, je sais qu'eux ont entre guillemets fait le tri, c'est très moche comme façon de le dire, mais ils savent qu'ils ont des bons candidats qui viennent de Jobiz, quoi. C'est ça. Et en fait, ce tri, on pourrait dire ouais, on garde les meilleurs, mais c'est plus nuancé que ça. C'est que nous, en fait, notre seul KPI pour notre activité, c'est le nombre de bons matchings, c'est-à-dire le nombre de win-win qu'on peut créer. Alors win-win, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise doit se dire waouh, super, tu nous as dégoté exactement la perle qu'on voulait, mais l'étudiant doit se dire aussi ok, top, quoi. Ouais. Là, j'ai un bon return on time invested. Le temps que je passe sur une mission que j'ai trouvée via Jobiz, c'est vraiment pas du temps perdu, quoi. Je suis en train de construire mon CV, je suis en train d'apprendre, etc. Et si pour ça, il faut dire non à un client, on dira non à un client, aucun souci. Si par exemple, on a un client qui nous dit « Ouais, voilà, si je cherche un stage non rémunéré, nanana », puis on se rend compte que c'est un stage ultra chiant et que l'étudiant, il apprend que dalle, on va arrêter les frais. Oui, c'est ça. L'étudiant doit être capable de bien travailler, mais l'entreprise de l'autre côté doit aussi fournir quelque chose d'intéressant, quoi. Voilà, surtout en stage. Parce que oui, c'est ça, quand tu es payé, c'est une autre configuration. Tu es payé, donc forcément, tu as l'entreprise, elle est là, et je le dis de manière très, très cash, elle est là aussi pour utiliser. C'est une ressource, elle va contribuer à atteindre l'objectif de l'entreprise. En stage, le contrat sous-jacent est un petit peu différent. C'est que l'étudiant va apporter sa force de travail gratuitement, c'est pour les stages non rémunérés, mais en échange, il doit bénéficier de coaching et de mentoring. Oui. Moi, c'est mon indicateur par rapport à ça, c'est si à la fin de chaque journée, je demande à l'étudiant tiens, est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? La réponse doit être oui. Si c'est non, alors on n'est pas bon là. Et là, je ne suis pas en track pour atteindre mon win-win. Là, j'ai un problème. Donc, tout ça pour dire que notre KPI, c'est le nombre de win-win entre l'étudiant et l'entreprise, et les deux doivent s'y retrouver. Et un des constats au départ sur la problématique que résout Jobiz, c'était aussi de dire il y a des étudiants qui ont besoin ou envie d'un taf rémunéré et ils vont se retrouver peut-être dans une chaîne de fast-food à faire des trucs qui vont peut-être pas les emballer. Mais parmi eux, il y a des étudiants qui sont peut-être, je prends un exemple extrême, ils sont en année de master, ils ont déjà fait plein de choses, ils ont plein d'expériences. L'expérience, ça peut être les scouts ou plein d'expériences de vie. Et ils vont faire ça, et je me dis, c'est peut-être... c'est un peu du gâchis, quoi. C'est un peu du gâchis. Et nous, on est là pour proposer une alternative autrement plus sexy et autrement plus contributive pour construire sa carrière. Il y a moyen de bosser et d'être rémunéré en faisant quelque chose qui est en ligne avec ses études. Donc, on est aussi parti de cette problématique-là pour dire, attends, là, il manque quelque chose sur le marché. Il n'y avait rien pour trouver un job, job intéressant pour étudiants? En Belgique, en tout cas, j'en ai pas vu. Maintenant, je m'attends à ce qu'il y en ait de plus en plus, parce que c'est tout simple, tu vois. Et tu as aussi de plus en plus de startups. Et par aussi, rapport à il y a 10 ans. Exactement, de plus en plus de startups. Tu as parlé du gros hacking. Moi, je connais, mais il y en a peut-être qui écoutent qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer la différence avec le marketing gros hacking? Entre marketing de manière générale et le growth hacking, ou marketing digital? Marketing digital. Ok. Je dirais que le growth hacking, je vais l'expliquer avec ma définition. Donc, je ne vais pas essayer de faire le bon élève et de donner la définition, la bonne réponse. Je vais donner la mienne, puisqu'en plus, comme c'est un terme pour lequel on n'a pas encore
tout le monde ne s'est pas calé sur une définition, tout le monde a un peu la sienne, donc autant que j'ai la mienne. Pour moi, c'est, on va dire, in a nutshell, c'est du marketing digital en mode pirate. Ok. C'est-à-dire trouver toutes les combines, parfois en étant très out of the box, parfois en étant presque borderline, toutes les techniques qui sont performantes en matière de marketing digital. Le but, c'est vraiment axé performance. Ouais. Et je vais me risquer à faire une sorte de... Enfin, de faire un parallélisme. Je ne sais pas si tu connais le Krav Maga. Ouais. Tu connais? Ouais, Ok. je connais, ouais. Ok, s'il y en a qui ne connaissent pas, en fait, le Krav Maga, c'est des techniques d'autodéfense et d'attaque utilisées par l'armée israélienne qui, en fait, n'ont qu'un seul but, c'est l'efficacité. Ouais, ouais. Donc, c'est radical. C'est pas beau, c'est pas... Il n'y a pas de gros trucs de respect de l'adversaire, de philosophie, Ouais, non, non. c'est efficace. Et pour moi, le marketing, le growth hacking est au marketing digital ce que le Krav Maga est au karaté, Ok, par exemple. d'accord. C'est efficacité. La philosophie, les machins, non. Efficacité, c'est Ouais. tout ce qui importe. Mais de toute façon, c'est ce qui importe quand tu lances ton projet, quoi. T'as Exactement. intérêt à être efficace si tu veux survivre. Exactement. Et tu as les yeux rivés sur ta conversion, pour utiliser un mot qui convient dans quasiment tous les cas. Les yeux rivés sur ta conversion, tu essayes plein de trucs. Quand tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne plus que les autres, tu zoomes sur celui-là et tu vas essayer de faire plus de ce qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment la philosophie derrière le growth hacking. Et derrière ça, pour être plus concret, il y a plein de tools. Plein de tools qui consistent à déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Alors c'est très très large ce que je raconte, mais il y a des tools par exemple qui te permettent de voir ce que tes utilisateurs font avec ton site par exemple, avec une heatmap. Ça te permet de comprendre des choses aussi. Enfin, tu as les incontournables style Facebook Ads où pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux sélectionner plein d'audiences, donc de clusters sociodémographiques et d'intérêts pour voir lesquels sont les plus intéressés par rapport à ce que tu fais et en même temps tester différentes campagnes en utilisant différents mots, différentes accroches, différentes images pour voir là aussi celle qui convient le mieux. Et en fait, Facebook te fait un petit peu le calcul de tout ça pour te dire voilà l'audience qui est la plus intéressée par ce que tu fais, voilà la manière dont tu peux t'adresser à elle qui performe le mieux. Ça, c'est hyper intéressant parce tu détermines. Oui, surtout ça ne te coûte rien puisque Facebook met en avant la pub qui fonctionne le mieux. Je pense que si tu fais deux publicités, donc de l'A/B testing, si le format B fonctionne mieux, il va d'office mettre le B en avant et le A ne va pas être utilisé. Ouais, donc, exactement. C'est du win-win, quoi. Ouais. Maintenant, il y a moyen de dépenser aussi beaucoup d'argent chez Facebook. Et Facebook, si tu veux, tant que tu ne lui dis pas exactement ce que tu veux, il va te dire, il va faire quelque chose d'un peu fumeux pour toi et ce sera le meilleur moyen de claquer ton fric. Donc, disons que oui, il optimise, mais il faut vraiment que tu lui dises ce que tu veux. Quoi. Ce qui est normal. C'est de bonne guerre, on va dire. C'est de bonne guerre, mais si tu veux les trucs bateaux, genre booster ta page, faut pas s'attendre à un résultat dingue. Enfin, c'est pas très raffiné, tu vois, comme technique. Donc là, forcément, faut pas s'attendre à ce que Facebook prenne tous les choix pour toi les plus pertinents si toi-même t'en fais aucun. C'est ça. Au final, je pense que ce qui rend un gros hacker assez précieux, entre guillemets, c'est que déjà, il faut avoir un état d'esprit. Tu l'as dit, c'est un peu la version pirate, donc il faut être un peu dans cet état d'esprit-là. Mais aussi, il y a très peu de formation. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a très peu de formation et ça s'apprend un peu. Tu dois l'apprendre tout seul de ton côté et le système éducatif est hyper à la ramasse sur ces techniques-là, j'ai l'impression. Et en même temps, ça évolue hyper vite. Tu vois, tous les jours, tu as de nouvelles techniques. Donc, c'est ça au final qui rend un gros hacker précieux. Je ne sais pas si tu penses la même chose ou si tu es d'accord avec ça. Entièrement d'accord sur les deux points. Un, sur l'inertie de la machine éducative. Parce que voilà, elle est conçue pour être stable.
Donc forcément, c'est plus difficile à faire évoluer. Ils font énormément d'efforts. Donc moi, je vois beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais le marché va toujours un peu plus vite. C'est encore dur. Enfin, je peux prendre mon exemple personnel. J'étais mis en situation, je devais tester le marché, voir si lancer une plateforme de covoiturage c'était efficace. Donc le prof nous donne des consignes, il nous dit voilà, vous allez d'abord aller voir faire une étude documentaire, voir ce qui se fait déjà, ok, ça c'est legit. Ensuite tu fais une étude de marché, donc tu fais un petit questionnaire et tu vas aller voir ce que les gens répondent. Ensuite tu vas utiliser SPSS pour voir si ça marche bien. Mais dans ma tête c'est plus comme ça que ça fonctionne. Il aurait été beaucoup plus efficace d'aller sur Strikingly ou Squarespace, faire une landing page. Tu mets un formulaire de capture de mail, tu mets 10 € de pub Facebook en targetant les bonnes personnes, et en 2 heures, tu sais si ton produit est bon ou pas. Ouais. Là, il m'a fallu 3 semaines pour tester ma demande avec une étude de marché et un questionnaire. Voilà, j'avais l'impression d'être en 2010, quoi. Enfin, même pas, peut-être même encore avant. Quand tu dis que moi je suis sorti des études en 2007, tu vois un petit peu ce à quoi j'ai eu droit. J'imagine pas, quoi. Mais donc, non, je comprends tout à fait. Et ce qui est difficile, je pense, à changer, c'est les objectifs des cours. Parce que là, par exemple, tu vois, si l'objectif du cours, c'est de te permettre d'avoir de faire le lien avec des concepts statistiques que tu as vus et une analyse de marché, si c'est ça l'objectif, alors ils sont toujours bons, tu vois. Tu utiliseras SPSS, tu vas faire ton analyse statistique, etc. Mais ce qu'il faut, c'est changer l'objectif. Si on ne change pas l'objectif et qu'on, tu vois, on ne risque pas de changer, on va juste mettre une petite couche de vernis sur un cours qui est peut-être tout doucement en obsolescence par rapport au marché. Et c'est vraiment, je pense, les objectifs qui doivent changer, mais ça c'est dur. Parce qu'il y a derrière ça, il y a des gens qui ont construit toute leur carrière sur ces objectifs-là, qui sont devenus des pontes par rapport à ça. Et leur dire, voilà, maintenant, c'est plus comme ça, c'est un peu difficile. Et donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, dans les écoles, il y a des professeurs qui ont encore un pied dans le marché. Ça, c'est vraiment bien, parce qu'ils voient le marché évoluer. Et ça, je trouve que c'est toujours utile, et c'est généralement, à mon sens, en tout cas, les meilleurs contributeurs à l'évolution, en fait, de ce système-là. Et il y a des profs qui donnent des cours de exactement ce que tu dis. C'est génial. Pas quand j'y étais, mais en tout cas... J'ai des amis qui ont été diplômés il y a 4 ans et qui ont fait ça, tu vois, créer une landing page. Et c'est hyper clé. Et en plus, je trouve ça dingue. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte de leur chance, mais c'est hyper clé. Et les gens l'employé moyen est tellement peu expérimenté par rapport à ça qu'un étudiant qui a fait ne serait-ce que ça, créer une landing page, mettre un analytics dessus, regarder si ça convertit, il arrive sur le marché de l'emploi où on va dire peut-être, je vais essayer de ne pas m'avancer sur des trucs trop extrêmes, mais on va dire, imaginons 70% des jobs des employés de type employés de grosses boîtes ne savent pas faire ça. Et lui, ne savent pas faire ça. Or, c'est clé, au moins d'avoir les notions. Et lui, ça lui a pris combien de temps pour apprendre ça? Quelques heures. Allez, peut-être un cours de 20 heures, max. Apprendre à faire une landing page et tout. Déjà, moi, j'ai appris ça la démarche. Donc, savoir comment tester ta demande, j'ai regardé un talk de 30 minutes. Et ensuite, il fallait évidemment que j'aille tester les outils. Mais pour maîtriser les outils, en quelques heures, c'est fait, quoi. Donc, ça, c'est si tu le fais toi-même, on va dire en filière libre. Imaginons que ce soit au sein d'un cours bien encadré, avec un projet, etc. Il y a moyen en tout cas, il y a moyen de facilement d'inclure ça dans un cours de marketing. C'est ça. Mais c'est une chance de pouvoir si rapidement faire la différence sur le marché. Ça, c'est l'avantage d'avoir un marché qui évolue extrêmement vite. Ça veut dire que ceux qui ne renouvellent pas leurs connaissances, ça devient vite tendu. T'es obligé de continuer à apprendre. T'es obligé. Capital, du coup, ceux qui sortent maintenant ont un réel avantage par rapport aux autres, surtout ceux qui ne renouvellent pas leurs connaissances. Toi, comment tu t'y prendrais, comment tu t'y prends pour renouveler tes connaissances? Où est-ce que tu vas apprendre? C'est quoi tes sources tes inputs, entre guillemets? Alors, je vais te répondre un peu à l'échelle macro et micro. Alors, micro, ça va être hyper bateau ce que je vais dire, mais
je lis des bouquins, je fais des tutoriels en ligne, je teste des choses dans le monde réel. Et la combinaison des trois, pour moi, c'est satisfaisant. Sachant que moi, j'ai besoin du bouquin, par exemple. J'ai pas envie d'apprendre uniquement sur des blogs à coups d'articles. Non, j'arrive pas non plus. Lire que des articles, c'est pas possible. Le bouquin, je trouve que quand tu le termines, c'est comme si tu avais fait un cours complet avec un fil conducteur, avec une certaine structure. Sinon, tu as un effet un peu patchwork dans ce que tu apprends. Là, à la fin de ton bouquin, tu as déjà, je trouve, une sorte de bagage, enfin, si tu l'as bien choisi en tout cas. Oui, c'est ça, parce que tu as beaucoup de livres américains, c'est tiré sur la longueur et ils disent il faut absolument que je fasse 200 pages. Enfin, j'en ai lu un comme ça, Le Millionnaire Next Door. Et j'ai arrêté parce que c'était tellement mauvais, mais en gros, pendant 200 pages, il dit si tu veux devenir riche, dépense moins que ce que tu gagnes. Et c'est comme ça pendant 200 pages. Et le martèle. Donc voilà, si tu choisis bien ton livre, évidemment, tu as un bon cours, mais il faut bien le choisir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ça, pour moi, ça c'est au niveau micro. Au niveau macro, et ça c'est plus une démarche personnelle. Moi, j'ai bossé 10 ans dans le monde corporate. Et à un moment, je me suis dit, voilà, les skills, donc les compétences que je veux acquérir, elles sont difficiles à acquérir du monde corporate. Par contre, elles foisonnent dans le monde startup. Et j'ai fait un 180 degrés dans ma carrière en disant, ben voilà, je vais aller sur le terrain, sur le champ de bataille quelque part pour aller chercher, débusquer et acquérir les skills que je voulais avoir. En tout cas, à ce stade-là, où c'est peut-être moi qui ne l'ai pas vu, mais c'était difficile pour moi de les acquérir dans le monde corporate, donc j'ai été les chercher où elles étaient dans le monde startup. Et c'est ça qui m'a conduit à changer de carrière en cours de route et à me lancer et à entreprendre, et quelque part sortir un petit peu d'une cage dorée, quoi. Et toi, c'était quoi justement ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Et avant de lancer JobBiz, qu'est-ce que tu faisais? Alors, je vais essayer de la faire courte. J'ai étudié le management et la finance. J'ai démarré ma carrière dans le consulting externe. J'ai fait 2 cabinets de conseil, puis après je suis entré dans le consulting interne d'un groupe d'assurance. Là, j'ai fait différentes choses, notamment de ce qu'on appelle de l'excellence opérationnelle, enfin, ce qu'on appelle le lean management. Peut-être tes auditeurs, appelons-les comme ça. Le lean, je vois ce que c'est, lean management. Tu connais sans doute le lean startup. En fait, le lean startup, je fais une petite parenthèse là-dessus, il vient du lean, tout simplement, qui est de l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire c'est de l'amélioration continue de tes processus. Donc tu as un truc qui tourne et puis tu vas continuellement l'améliorer en ciblant les améliorations qui ont du sens pour tes clients. Celles qui font la différence in fine lorsque le client prend sa décision d'achat. Les meilleurs dans ce domaine-là, c'était Toyota. C'est eux qui ont inventé ça, quelque part. Ça, je savais pas. Et de là, ça a créé carrément une méthode, le lean management. Et le lean startup, c'est finalement on va dire une espèce de spin-off du lean appliqué aux startups dans un contexte totalement différent, puisque là, tu construis quelque chose. Tu n'as pas quelque chose que tu améliores au fur et à mesure, mais la logique est la même. C'est-à-dire que tu as vraiment un regard très analytique sur ce que tu fais. Tu regardes à chaque fois, tu poses des hypothèses, tu vérifies tes hypothèses, tu mets des métriques derrière, tu t'assures que tu puisses mesurer tout. Et puis tu prends tes décisions en fonction de ça, en regardant ce qui a de la valeur pour ton client. Donc la logique est la même, le contexte est totalement différent. Et donc j'avais fait ça. Donc si je retourne à mon parcours, j'avais fait ça. J'ai géré des projets de transformation et j'ai fait de la stratégie. Tout ça fait 10-11 ans. Après ça, je voyais pas les skills que j'aurais dû acquérir pour poursuivre mon trajet dans ce contexte-là ne m'excitaient pas des masses. Et ça, c'était un problème parce que toutes les décisions de carrière que j'avais prises jusqu'à présent, ont été drivées par les opportunités d'apprentissage.
Et donc, là, je sentais pas, j'avais plus la drive, c'était pas bon. Pourtant, j'étais vraiment bien et j'avais tout ce dont on peut rêver en fait, comme employé, avec un boulot stable, plein d'avantages, bien payé, dans une boîte solide. Enfin bref, en soi, oui, tu étais dans une. C'est quoi le terme? Dans une cage dorée, entre guillemets. Ouais, c'est ça, dans une cage dorée. Et en sortir, c'est très très difficile. Plus t'attends, plus c'est dur. Et bon, finalement, j'ai franchi le pas. Mais ce qui m'a drivé, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est vraiment ce que je veux, ce qui m'intéresse comme nouvelles compétences, elles n'étaient pas là où j'étais. Il fallait aller les chercher ailleurs. Okay. Et si tu veux, cette obsession, on va dire, d'aller chercher les opportunités d'apprentissage là où elles sont, c'est ça qui crée l'ADN de Jobiz. Parce qu'aujourd'hui, Jobiz, c'est ça. Ouais. C'est ça qui m'a intéressé dans le fait de monter ce projet. C'est de dire, attendez, là j'ai du talent qui est peut-être un peu gâché, il y a des opportunités d'apprentissage inexploitées, c'est quand même dommage. Ouais. On va peut-être créer un pont entre tout ça. Ouais. Et d'où ce projet-là. D'ailleurs, on songe à changer ce nom, Jobiz. Ouais, on n'est pas satisfait de ce nom-là. On songe à le changer. Et s'il y a des gens qui écoutent ton podcast et qui ont des bonnes idées pour un autre nom. C'est pas évident de trouver un nom. Hein. Hyper dur. C'est très très compliqué. Hyper dur. Et en plus, c'est jamais le nom tout seul, c'est de trouver une identité. Oui, c'est ça. Un univers presque. Et un univers qui est unique et qui doit être en même temps novateur, mais suffisamment familier. C'est hyper dur. Hyper compliqué. Et il y en a qui ont un talent pour ça, et moi, j'ai T'en as pas parmi les étudiants qui viennent, qui pourraient t'aider Mais écoute, franchement, ça c'est très récent, hein, ce truc cette idée de changer de nom. Quand je dis c'est très récent, ça fait 48 heures. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment récent. Donc non, j'ai pas cherché à recruter des étudiants spécifiquement pour ça. Non, c'est vrai qu'on est en bonne position pour recruter des étudiants, puisque voilà, on est une start-up nous-mêmes, donc on est quelque part, on est les mieux servis, si on peut dire. Non, on s'est pas lancé là-dedans et je m'attends, idéalement pour moi, ce serait presque les gens eux-mêmes qui aujourd'hui sont sur des missions grâce à Jobiz ou vont bientôt démarrer leur mission, limite, c'est qui te disent qui pourraient aiguiller un petit peu. Finalement, c'est eux qui peuvent donner l'ADN de la boîte et contribuer un peu à le créer. Donc, je ne sais pas encore comment tout ça va se caler, mais je pense que voilà, si d'ici quelques temps, ce nom Jobiz aura changé. Ok. Et donc, tu t'es lancé après avoir travaillé en tant qu'employé. Est-ce que c'était pour toi plus dur de te lancer après avoir bossé, ou est-ce que ça aurait été plus simple pendant que tu étais étudiant? Alors, quand tu vois ça maintenant, de manière ultra, pour moi, évidente, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Alors, déjà, tu avais énormément d'avantages, quoi. J'imagine que tu avais une situation hyper stable. J'imagine pas la détermination qu'il faut pour oser faire le pas, quoi. Il y a un risque financier énorme. Moi, heureusement, j'ai pas d'enfant, donc voilà, tu vois, je me disais pas, j'avais pas cette culpabilité, tu vois, de me dire, oh là là, je prends des décisions qui vont impacter, tu vois, d'autres personnes que moi, etc. Donc, heureusement, mais c'est hyper difficile. C'est hyper difficile, comme tu l'as dit, tu vois, parce que tu as plein d'avantages et tu dois leur dire adieu. Et sortir vraiment de ta zone de confort alors que tu t'y es habitué. Et le deuxième truc, c'est, et ça je pense moi je le sous-estimais en tout cas, c'est tu dois désapprendre. C'est que tu as appris les règles d'un monde, tu vois, le monde corporate, et le monde des startups c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Et tu dois désapprendre. C'est un petit peu comme si tu allais faire de la plongée sous-marine et que tu essayais de te comporter comme tu te comportes sur Terre. Tu vois, je veux dire, non, c'est un autre monde, il y a d'autres dangers, tu ne peux pas faire la même chose, c'est juste différent.
Et pour moi, c'est un petit peu pareil, tu vois. C'est un autre monde. Et pour moi, il y a vraiment un besoin de désapprendre, mais aussi de désapprendre par rapport à des choses qu'on m'a enseignées pendant mes études, mais qui ne conviennent plus, qui conviennent de moins en moins au marché d'aujourd'hui, mais qui conviennent surtout pas du tout au monde des startups. Tu vois, genre, je te donne un exemple concret. Tu vois, je prends l'exemple le plus bateau, le business plan. Le business plan, tu vois. Faire un beau business plan sur Excel, tu te projettes sur 15 sur 5 ans, ouais. avec des chiffres, alors des beaux chiffres, hein, avec l'argent qui rentre, etc. Alors, il faut bien le faire des... Tellement beau que tu as du mal à croire que tu vas avoir ce revenu-là, en tout cas en général. Et puis surtout, imagine, tu passes 10 heures avec ton business plan. Quelle est la valeur ajoutée de ces heures? Que dalle, zéro. Tu as mis des chiffres qui t'arrangeaient dans un Excel, et qu'est-ce que tu as fait comme business avec ça? Enfin, tu n'as rien fait. Donc ce temps, il aurait été mieux utilisé sur autre chose. Et pourtant, tu vois, le sacro-saint business plan, c'est ce qui était au centre de plein de cours, tu vois, de finance et autres. Or, aujourd'hui, mais le monde est beaucoup moins stable, donc tu peux beaucoup moins prévoir. Exactement. Comment ce sera. Et là, tu mets le doigt sur la différence clé entre le monde corporate et le monde des startups. C'est que, naturellement, le monde corporate a été conçu pour donner, en fait, pour rassurer des actionnaires et donner l'assurance d'un certain contrôle. On donne le contrôle sur ce qui va arriver. Dans le monde des startups, on a fait un peu le deuil, tu vois, de ce contrôle. On sait que plus l'horizon de temps est éloigné, moins on a de contrôle, moins on peut planifier, ou si on fait un planning, moins il y a de chances qu'il se réalise comme ça. Et donc on fait moins ça. Alors que non, tu vas prendre un projet classique dans le monde corporate, même un projet de 3 ans, on va le planifier sur 3 ans, milestone, deadlines, on va tout planifier, tout dans les moindres détails, puis on va commencer. Là où en mode startup, tu n'auras pas ça. Tu vas beaucoup plus vite commencer, tu vas moins réfléchir à ce que tu vas faire, tu vas plus itérer et tester le marché. Alors que dans le monde corporate, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Et c'est pas parce que les gens sont cons et qu'ils n'ont rien compris et qu'en fait en startup on a tout compris. Non, c'est juste que c'est des boîtes, elles ont un business model déjà établi, elles ne peuvent pas le changer du jour au lendemain, donc elles sont garantes de leur propre stabilité et c'est normal. Elles doivent donner aussi à leurs actionnaires ce contrôle, elles ont un historique et puis elles sont un petit peu pieds et poings liés des décisions précédentes qu'elles ont faites, des applications informatiques qu'elles utilisent. Donc tu vois, quand on est en tant qu'utilisateur et qu'on se dit c'est chiant, comment on peut utiliser tel outil pour par exemple une zone client, tu vois, le truc qu'on a par exemple chez tout le monde, ton électricité, enfin tu vois, tu te dis putain c'est chiant, c'est mal fait. Ouais, mais tu peux pas le changer comme ça. Non. Tu vois, c'est compliqué. Toi, tu ne le vois pas, mais ils le savent très bien. Alors, c'est pas qu'ils sont débiles, ils savent qu'il y a une marge d'amélioration. C'est juste que pour passer d'une situation 1 à une situation 2, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts lorsque derrière toi, tu dois tirer 40 ans d'histoire. Alors que la start-up, elle… beaucoup plus agile. Ouais. Beaucoup plus agile parce qu'elle n'a rien derrière elle. Et c'est aussi pour ça qu'elle peut prendre des risques. C'est juste que ce n'est pas les mêmes risques. Le corporate qui fait des milliards, il va prendre des risques. Imaginons, il fait 1 milliard par an. Il prend un risque sur 1 milliard par an, tu vois. C'est quand même tendu. Enfin, quand tu fais 1 milliard par an de revenus, tu n'as pas envie de lui dire adieu, quoi, tu vois. Quand tu es une start-up et que tu as 10 malheureux clients et que tu fais 10 000 euros par an, si tu changes un truc et que tes clients n'aiment pas, ou, tu vois, pour acquérir de nouveaux clients et que tes clients précédents, ils ne voulaient pas ça, je veux dire, le risque, il est de 10 000 euros, quoi. C'est léger. Ça va, quoi. Ouais. Alors que la grosse boîte, non. Clairement. Et si tu es actionnaire, tu as d'une grosse boîte, par exemple, ce sera le cas si tu as déjà des économies et que tu as décidé de les placer, tu
t'as pas envie que la grosse boîte dans laquelle tu as passé tes économies, elle commence à déconner et à prendre des choix comme ça. Ouais, alors nous on veut être agile, start-up, non, et prendre des choix radicaux. Non, il faut de la stabilité. Clairement. T'as pas quitté ton job du jour au lendemain, j'imagine que tu as quand même testé ton idée, je pense. J'ai pas eu beaucoup l'occasion, parce que si tu veux, c'était un petit peu il y avait un côté, de poule et l'œuf. C'est-à-dire que pour faire le projet à fond, il fallait que je me lance à fond. Et donc pour avoir un réel test, il fallait que je quitte complètement mon job. Oui. Et donc, tu vois, tu pouvais pas faire les deux en même temps, quoi. Pour moi, c'était difficile. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Donc c'est le schéma idéal de se dire ouais, je fais mon truc sur le côté et puis je sens que ça démarre et puis limite cas idyllique, je switch au moment où mes revenus de la startup équivalent à mes revenus. Ouais, tu dois bosser 20 heures par jour, quoi, si tu veux que ça arrive. Voilà, le risque en attendant ce moment-là, c'est que tu arrives à une situation où tu n'arrives pas à faire tourner ta startup pour qu'elle délivre de la valeur du cash. Et tu commences à devenir de plus en plus mauvais dans ton job et tu es juste mauvais des deux côtés. Et tu es là le cul entre deux chaises à te dire qu'est-ce que je fais. Ça c'est un peu le scénario catastrophe. Et pour ne pas tomber dans le piège, parfois il faut, dans certaines situations, il faut peut-être prendre le choix radical de dire je balance tout, quitte à revenir dans ce monde-là. Oui, c'est ça, tu aurais pu retrouver un job au final. Ouais. Tu vois, là par exemple, je vais sur mes 34 ans et je pense que j'aurais pas de difficulté. J'ai des chasseurs de tête qui m'appellent, donc tu vois, je veux dire. Voilà. Bon, je sais que trouver un job, ce sera pas un souci. Maintenant, je me suis dit si je me donne du temps, s'il faut bouffer des pâtes ou tu vois, dire adieu à certains petits conforts, je le fais, mais au moins comme ça, je tente le coup. Parce que je ne veux pas vivre avec des regrets, de me dire oui, alors j'avais une idée. Ou alors, toi, ça t'en trouves plein. Des gens qui se disent, tu vois, qui ont eu envie à un moment, puis pour raison X ou Y, ils ne l'ont pas fait, peut-être parce qu'ils avaient trop de poids sur leurs épaules, peut-être déjà une famille, etc. Mais qui voient passer en fait des choses où ils ont eu l'idée. Et comme eux, ils ne sont pas rentrés dans le monde startup et qu'ils ne savent pas en fait que l'idée c'est que dalle, que en fait l'idée c'est une commodity, toi tu le sais, moi je le sais, mais eux ils le savent pas, et qu'en fait quand tu as l'idée, t'as juste rien, faut encore tout faire, et que le monde des startups c'est un monde d'exécution, c'est pas un monde d'idées et de brainstorming. Mais comme eux ils le savent pas, eux ils pensent qu'ils avaient beaucoup en main, tu vois, qu'ils étaient à deux doigts, tu vois, de délivrer un truc de malade parce qu'ils avaient l'idée. Et du coup ils sont hyper frustrés. Tu vois, quand ils ne se rendent pas compte du travail qu'il faut fournir, quoi. Et c'est dommage parce que s'ils s'en rendaient compte, ils seraient beaucoup moins frustrés. Mais comme ils ne s'en rendent pas compte, ils voient passer en fait des trucs auxquels ils ont songé bien avant, des années avant, et puis ils le voient passer. Et ils se rendent compte que tu vois, c'est une start-up qui lève des millions, etc. Puis tu vois le CEO qui est sur la plage, qui fait un cash-out à 100 millions. Enfin, tu vois, ils se disent putain, mais je l'avais cette idée. Et c'est con. Mais ils vivent avec. Il ne sait pas aussi qu'il y a peut-être 10 autres personnes qui ont eu cette idée et qu'il y a 9 autres gars qui se disent. Il y en a peut-être 9 autres qui se disent j'avais aussi l'idée, mais il y en a peut-être aussi 9 autres qui ont testé et puis qui sont plantés, quoi. Ah oui. Et statistiquement, c'est un peu ça. Les stats, c'est un peu ça. Et je pense que tu fais tout x 100. Surtout les idées qui deviennent les plus évidentes au bout d'un moment. Forcément, tu vois, l'office, c'est un peu dans l'air avant que ça arrive, et tu as généralement plusieurs acteurs sur la balle. Tu vois, il y a des Uber-like, il y en a eu plein. Il y en avait plein. À un moment, tu vois, on se dit, ok, attends, un téléphone. Et alors, donc, la géolocalisation, c'est possible avec un téléphone. Ah oui, l'industrie des taxis, c'est vrai que les gens ne sont pas hyper satisfaits, beaucoup d'insatisfaction. Et puis, tu te dis, attends, mais la tech est possible. Et puis, pif, paf, pouf. Tu vois, il y a plein de gens qui ont dû se dire, ah ouais, mais en fait, c'est possible. Sauf que dans le tas, il y avait un acteur qui est plus radical que les autres et qui lui, il a fait. Mais Uber, c'est dingue, ils ont eu l'idée le lundi et le vendredi, ça marchait déjà, quoi. Ouais. Et t'as d'autres business, j'en parle parce que j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps, comme Airbnb, eux, c'est 3 ans avant que le cash commence à rentrer, quoi. Ouais, ça c'est plus le schéma classique, hein. Le schéma Uber, galère, c'est une exception. C'est ça. C'est vraiment l'exception.
Et ce qui a joué en leur faveur, enfin ce qui explique pas tout leur succès, mais qui a joué en leur faveur, c'est qu'au départ, ils l'ont vraiment fait, tu vois, en mode, tu vois, things don't scale, tu vois, avec un téléphone où toi tu disais je veux un taxi, et eux ils allaient vraiment téléphoner un taxi, tu vois, pour que tu l'aies. Donc en mode vraiment très Et au début low-tech. c'est comme ça quoi. Ouais, au début c'est comme ça. Tu vas chercher les clients à la main quoi. Ouais, parce que c'est aussi une erreur que je pense commettent certains first-time entrepreneurs, c'est de se dire, ben voilà, j'ai une idée, c'est une app qui fait ci, qui fait ça, rien n'est testé, ils vont faire toute leur app. Et puis une fois qu'elle est prête et qu'elle est exactement comme ils veulent, là ils vont interagir pour la première fois avec un client ou un utilisateur. Faire les choses à l'envers. Ouais, c'est ça. Et ça, ceux qui ont cartonné, ils n'ont pas fait ça. Donc mieux vaut suivre les bonnes recettes de cuisine, je pense. Tu as des boîtes comme Uber qui viennent chambouler complètement le marché des taxis, Airbnb qui chamboule le marché des hôtels. Et du coup, bah, ça fait un peu des grandes histoires, même Hitch qui chamboule aussi les taxis. Et ça fait des grandes histoires. Et il y a une phrase qui dit si tu ne déranges personne, c'est que ce que tu fais ne compte pas. Est-ce que toi, par rapport par exemple aux agences d'intérim, bon, ça, je ne sais pas combien de temps ça fait que tu as lancé Jobiz, mais est-ce que tu as des agences d'intérim qui sont mises à râler parce que tu faisais un peu, pas la même chose, mais que tu mettais en relation des employeurs avec des chercheurs d'emploi? Bon, après ce que tu as dit sur le fait qu'il fallait absolument déranger quelqu'un, mais là j'ai plus le choix, je dois absolument dire que je dérange quelqu'un. Sinon ça va c'est peut-être un peu extrême, c'est extrême comme phrase, mais. Mais bon, aujourd'hui, personne n'est venu frapper à notre porte en disant ouais, vous nous faites chier. Donc, du coup, je te dirais non à ce stade, mais on a démarré il n'y a pas longtemps. Et les agences intérim classiques, eh bien, le jobbing étudiant, chose qui est notre core business, ben, c'est pas leur core business. Ouais, j'ai essayé les agences intérim, ça marche pas. Pour moi, en tout cas, ce qu'ils me proposaient m'intéressait pas, quoi. Et je peux facilement m'imaginer, et parfois c'est même pas une activité hyper rentable pour eux, tu vois, dans leur modèle, tu vois, tu as fait un étudiant pour quoi, pour un mois, enfin tu vois, c'est peut-être, c'est bien lorsqu'ils ont beaucoup de volume, genre Carrefour, quoi. Beaucoup de volume pour des jobs, tu vois, où ils vont prendre un grand nombre d'étudiants, juillet et août, tu vois, c'est un processus qui est calé, avec une saisonnalité annuelle, etc. Ça c'est assez facile, mais si on doit commencer à les regarder, tu vois, comme nous on le fait. Ah tiens, t'as ton vendredi de libre, bah nous, et tu as telle et telle compétence et tu as envie de faire telle et telle chose, bah nous on va te caler sur une start-up qui peut t'intéresser et vous allez bosser ensemble. Ça, ils vont pas faire donc ça. Ton service est meilleur au final. Bah, il est meilleur sur mon segment en tout cas. Oui, c'est ça. Ça c'est ce que je pense. Parce que voilà, c'est un segment qui est laissé un peu en friche par les agences intérim qui ont d'autres chats à fouetter. Déjà, le student jobbing, c'est une activité, je pense, annexe pour elles. Mais en plus, student jobbing pour start-up. Oui, tu es dans une niche là. Hein. On est vraiment dans une niche. Et il faut déjà, par exemple, nous, on est capable de recruter des growth hackers. Nous, on sait eux, ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, sans doute, il y en a certains qui savent, mais je veux dire, je pense que c'est plus compliqué. C'est pas des profils auxquels peut-être ils ont l'habitude. Donc peut-être certains savent même pas en quoi ça consiste concrètement. Donc c'est là où je pense qu'on peut faire la différence à ce niveau-là. Ouais. Et donc peut-être un message à adresser à tous ceux qui ont écouté jusque-là. Donc ils ont on va arriver à la tout question doucement arrêter. Ouais. C'est ton conseil que tu pourrais donner à quelqu'un. Déjà si et là je prêchais pour ma paroisse, si là en ce moment il y a un étudiant qui se reconnaît un peu dans ce message, qui se dit voilà, moi pendant mes études j'ai envie de gagner de l'expérience, je pense que je peux en gagner dans le monde start-up, que ce soit après pour faire une carrière dans le monde start-up ou pas, parce que dans le monde start-up l'expérience elle est concrète et on délivre de la valeur concrète. Donc après si on veut faire vendre ça à un corporate, c'est top aussi parce qu'on dit voilà, l'agile que vous tentez d'implémenter chez vous, moi je sais ce que c'est, j'ai une expérience startup. Et ça c'est hyper vendable auprès même de très grosses boîtes. Donc que ce soit pour construire une carrière dans le monde corporate ou dans le monde startup,
Là, si l'étudiant en veut, est prêt à s'investir et a du temps disponible, même un peu, eh bien, à ce moment-là, je l'invite à se rendre sur www.jobiz.co pour nous laisser ses coordonnées. Il y a un petit form, il peut nous laisser ses coordonnées. Sur base de ça, nous, en fonction des profils, on va l'interviewer via Skype en mode informel, on fait connaissance, on voit un petit peu ce qui chauffe l'étudiant. Sur base de ça, on peut lui proposer des trucs top. Donc lui, il n'a pas grand-chose à faire, il a juste à nous dire ce qu'il veut et puis à attendre de voir si on a quelque chose à lui proposer. Mais donc le message, c'est si c'est un truc qui vous branche, mais foncez sur jobiz.co. Vous aurez une opportunité supplémentaire qui ne vous coûte pas vraiment de temps, mais une opportunité supplémentaire de vous voir proposer des chouettes missions et des chouettes stages dans des startups. Et quand je dis startup, scale-up, incubateur, tout le startup écosystème, quoi. Donc oui, là, dès que vous arrêtez le podcast, vous foncez sur jobiz.co, vous laissez vos coordonnées et peut-être qu'on se revoit en interview sur Skype pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, ok. Ça, c'est le conseil. Super, écoute, merci Laurent. Avec plaisir.